Paris, 1931. Une loi du Parlement français vient de confier à Marcel Griaule la direction d'une mission scientifique en Afrique. L'exposition coloniale va ouvrir ses portes. Allez, vous allez lire après moi. Oh, lis tout seul. Oh, lis ceci. Plus fort. Ça c'est. Oh, ça c'est. Georges-Henri Rivière est sous-directeur du musée d'ethnographie du Trocadéro. De temps en temps, il joue du piano au bœuf sur le toit. Le noir américain Al Brown est champion du monde poids-coq. Le départ de Marcel Griaule est imminent. Il explique au boxeur son singulier projet. Explorer de Dakar à Djibouti ces civilisations africaines que l'Europe ignore ou méprise. J'avais à peine fini d'exposer dans ces grandes lignes les vues de l'entreprise que j'ai l'honneur de diriger qu'Al Brown me proposait d'organiser un match au bénéfice de la mission. Cette étude des traditions, des usages, des techniques et des rites qui est l'objet des sciences ethnographiques ne sépare pas autant qu'on pourrait croire le chercheur qui s'y livre de l'homme de sport. Car le sport n'est-il pas au premier chef pétri de traditions, de techniques et de rites? Al Brown ne fait qu'une bouchée de son adversaire. La mission Dakar-Djibouti prend le large un mois plus tard, à Bordeaux, le 19 mai 1931. Elle s'apprête à parcourir 20 000 km, de l'Atlantique à la mer Rouge. Griaule espérait filmer le voyage. Il avait pressenti un jeune cinéaste débutant, Henri Storck. Storck hésite, car sa santé est fragile. C'est le premier rendez-vous manqué de l'ethnographie et du cinéma. Je pense que mon père, qui avait découvert le terrain en Éthiopie, a voulu à ce moment-là fonder en quelque sorte l'ethnographie française de terrain qui n'existait pas et faire de nouveaux terrains possibles. 4 mois après avoir quitté Dakar, la mission Griaule découvrait le pays d'Ogon dans l'actuelle République du Mali, alors colonie française. Parmi les compagnons de Griaule, André Scheffner, musicologue. Il vient d'écrire un livre sur Stravinsky. L'écrivain Michel Léris tient le journal de l'expédition. Il le publiera sans retouche ni censure sous le titre « L'Afrique fantôme ». En arrivant au pays d'Ogon, il note le 29 septembre 1931 « Formidable religiosité. Le sacré nage dans tous les coins. Rien ne rit plus ici, ni la nature ni les hommes. À Sanga, le chef Doumerou Dolo fait un accueil cordial à l'expédition. Les enfants accourent nombreux. Griaule se met à observer leur jeu. En 1931, quand Griaule est arrivé, j'avais l'âge de ces deux garçons. Je jouais les i.
Il m'a connu. Cet enfant deviendra le sergent Kogem et l'interprète de Griaule 15 ans plus tard. Le jeu de 1 comporte 12 trous représentant les 12 mois de l'année. En jouant avec des graines, les enfants imitent le mouvement de Dieu dans l'univers. Ils déplacent les étoiles dans le ciel. Marcel Griaule revient chez les Dogons en 1935 avec une nouvelle équipe. Denis Paume et Deborah Lifshitz séjourneront 10 mois dans la falaise. Les masques préserveront longtemps leur secret. Marcel Griaule n'est encore qu'au début d'une enquête difficile. Fasciné, Griaule reprend l'étude des rituels en 1937 avec l'aide de Solange de Ganay et Germaine Dieterlin. De retour à Paris, il défend une thèse sur les masques Dogon à la Sorbonne. Il obtient le premier doctorat d'État en ethnologie. La guerre interrompt les recherches dans la falaise de Bandiagara, où l'ethnographie française est née comme entreprise collective. Dans le Paris vide de l'occupation allemande, en 1940-1941, le musée de l'homme était la seule porte ouverte sur le reste du monde. Une ou deux fois par semaine, avec Jean Sauvy et Pierre Ponty, nous quittions l'école des Ponts et Chaussées de la rue des Saints-Pères pour grimper à vélo à travers les avenues silencieuses et mornes, la colline de Chaillot. Et, si l'on avait de la chance, cet après-midi, Marcel Griaule, à propos des champs de bataille d'Afrique, parlait pendant 1 heure des enfants Dogon qui jouaient avec des étoiles. À cette école buissonnière, hors d'une ville pestiférée, hors du temps de la honte, Germaine Dieterlin, à la lanterne magique, nous passait les photographies de pays perdus. L'irrationnel des sciences dites humaines était le contrepoint indispensable à la rationalité de nos disciplines d'ingénieurs. Et, à ce double collège singulier de la résistance des matériaux et du faux semblant des masques Dogon, nous nous sentions parfaitement à notre place, en marge. Aussi, quand les hasards de la fuite m'obligèrent à devenir ingénieur des travaux publics des colonies en Afrique occidentale, il m'a paru tout naturel d'aller bâtir des ponts au pays fantastique de la falaise de Bandiagara. Mais j'en étais bien loin. Il fallut apprendre à vivre dans une ville qui n'existait pas et qui s'appelait pourtant Niamey, capitale du Niger. Alors, comment ne pas avoir sombré dans le désespoir ? Comment avoir pu échapper à cette société coloniale qui n'avait d'autre dénominateur commun que l'arrogance et la médiocrité? Est-ce moi qui ai choisi mes premiers amis noirs? N'est-ce pas plutôt eux qui m'ont choisi? Ce fut Damouré Zika qui me fit découvrir le merveilleux africain. En août 1942, la foudre tua 10 manœuvres au point kilométrique 35. Damouré Zika me conseilla d'aller voir sa grand-mère, la vieille Kalia, cheftaine rituelle des pêcheurs Sorco de la région de Niamey. Kalia conduisit magistralement la cérémonie de purification. Une semaine plus tard, le jet du tonnerre frappait à nouveau et tuait un pêcheur Sorco sur le fleuve même dans sa pirogue. Je fis ma première enquête ethnographique
je l'envoyai à Marcel Griaule, à Paris. Germaine Dieterlen me répondit aussitôt. Elle m'envoya un long questionnaire sur le génie de l'eau, et je me souviendrai toujours d'une des questions qui était posée. Est-ce que les victimes du génie de l'eau ont le nombril et les narines coupées? Sans trop y croire, j'allais voir la vieille Calia, et à ma grande surprise, elle me dit, mais bien sûr, mais si tu sais tant de choses, pourquoi m'as-tu fatigué avec des questions aussi simples? Vous savez bien, Jean, que à cette question, nous n'aurions même pas pu répondre. Nous venions de commencer une enquête, Griaule et moi, que nous avons continué très longtemps et qui n'est pas finie. J'ai envoyé le résultat de nouvelles enquêtes à Marcel Griaule à Paris. Il n'y eut jamais de réponse, et pour cause. En novembre 1942, les Alliés débarquaient en Afrique du Nord, coupant l'Afrique de la France occupée. À Dakar, je m'engageais dans les forces françaises et refaisais la campagne d'Allemagne. J'avais fait sauter beaucoup de ponts pendant la première manche de la guerre en 1940. Faire sauter des ponts comme premier travail d'ingénieur, ce n'est pas très beau. Je rentrais à Paris, où je retrouvais mes copains, mes camarades. Nous étions en colère et nous décidions que nous n'avions plus rien à voir avec notre propre société. Nous avons pu, en 1946, descendre le fleuve Niger depuis sa source en Guinée jusqu'à la mer en Nigeria. Fin novembre, nous faisons escale à Mopti et nous dirigeons vers le pays d'Ogon, où Marcel Griaule, que nous avions rencontré à Bamako avec son équipe, nous attendait. Le spectacle fabuleux de la falaise de Bandiagara était au rendez-vous. Là-haut, Marcel Griaule écoutait parler le vieil Ogotémélie, qui lui racontait la naissance du monde et la descente du ciel de l'arche des premiers ancêtres. C'est l'année où mon père, après l'interruption des années de guerre, retourne chez les Dogons et rencontre Ogotémélie. C'était un vieux chasseur aveugle avec lequel il a eu des entretiens qui ont duré 33 journées, au cours desquels Ogotémélie lui a révélé tout un nouvel aspect de la connaissance des Dogons relative à la conception du monde, au mythe de création, etc. Alors, c'est ici qu'on travaille tous les jours, chaque matin. Voilà, Ogotémélie était assis là, Griaule était assis là, et moi là, ma place, j'étais ici. Wapo qui est là, Bravo. Il se porte très bien. Mais alors, Kogem, comment ça se passait? Vous avez commencé le premier jour par la création du monde? Non, parce qu'on l'a demandé comment le monde est créé. Oui. Alors, il nous a dit que de revenir le lendemain. C'est Amadine Dolo, le chef de la Société des Masques, qui tient le rôle de Gotémélie. Le vieil aveugle est mort peu de temps après ses entretiens avec Griaule. Mais il vous a demandé de revenir le lendemain pour réfléchir ou pour penser ou quoi? Pour penser, réfléchir et demander l'autorisation aux vieux. Tout ça, tout ce travail se faisait avec l'accord des vieux de Sangha? Ah oui, sans accord vieux de Sangha, il ne pourrait pas dire un mot. Entre autres choses, Ogotémélie a raconté à mon père la descente sur la Terre des premiers ancêtres de l'humanité, sur un objet qu'il a d'abord décrit comme une espèce de grenier, et dont la représentation est ce panier, qu'il faut regarder comme ceci, et qui est en fait l'image du monde, avec le carré du haut qui représente le ciel, et l'arrondi du bas qui est l'image de la terre. Toi, tu as connu Griaule. Oui. Qu'est-ce que c'était, ce Griaule? Griaule était un homme terrible. 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 Pourquoi?
Parce qu'on ne sait pas ce qu'il faisait, parce que quand on dit qu'il y a des interdits, l'endroit qu'on n'entre pas, il rentre tout seul, il ne demandait pas à quelqu'un. Alors les gens étaient très étonnés. Très étonné. Et alors, les Dogons ont commencé à comprendre le travail qu'il faisait à quel moment? Ils ont reconnu son travail lorsqu'il a fait les barrages. La terre est rare sur l'aride falaise de Bandiagara, autant que l'eau. Lorsque Griaule proposa aux Dogons de construire un petit barrage sur la rivière Gona, ils allèrent chercher la terre très loin. Ils l'amenèrent dans des calebasses, portées sur la tête, et ils en revêtirent la roche nue. Ils couvrirent la pierre de champs d'oignons. Ils vendirent leurs oignons jusqu'à Bamako, la capitale, et plus loin encore. Nomo, le dieu d'eau, assisté par Griaule, leur fit gagner un peu d'argent. Très peu. En août 1951, je séjournais à nouveau chez les Dogons durant un mois. Un homme venait de se noyer, emporté par le génie de l'eau. On le retrouva, les narines et le nombril coupés. À la demande de Griaule, j'ai filmé l'enterrement dans la falaise. Moi, je regardais Marcel Griaule et Germaine Dieterlen travailler ensemble. Elle, Germaine Dieterlen, une sorte de pythonisse inspirée aux hypothèses je ne suis pas fulgurantes. pythonisse inspirée. Alors, vous êtes quoi? Je suis fille d'ingénieur, mais bien sûr, j'en ne sais pas. Et lui, Marcel Griaule, à la fois ordonnateur et ordinateur, travaillant avec ses informateurs en pratiquant la maïeutique socratique, et avec ses collaborateurs pratiquant la méthode des approximations successives. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était ça l'ethnographie, se défaire de ses propres systèmes de pensée pour mieux comprendre la pensée des autres. À Sanga, comme partout ailleurs en pays Dogon en ce début de janvier, les enfants mâles qui ne sont pas encore réellement des hommes ont crépi avec de la bouillie de petits milles l'autel appelé Muno. Le rite a lieu la nuit et les garçons injurient en termes obscènes les femmes qui n'osent s'approcher. L'autel évoque les positions du soleil au solstice d'été et au solstice d'hiver. C'est un sexe des nomogénitaux qu'on a sacrifié au ciel. Mais ces pierres blanchies par les enfants racontent aussi l'histoire des ancêtres, l'histoire du commencement. Nomo, l'ancêtre des hommes, était androgyne. Dieu lui trancha la verge, les testicules, le clitoris. Il le sacrifia et le fit renaître comme couple procréateur. Dieu a fermé la porte. On a eu la journée, bonsoir. Dieu de l'Est, bonsoir. Dieu de l'Ouest, bonsoir. Dieu du Nord, bonsoir. Dieu, mère douce, bonsoir. Dieu a fermé la porte, bonsoir. Dieu commença par tracer des signes. Les signes se sont transformés en dessins. Dessiner, c'est faire commencer à être. L'eau, l'air, le feu, la terre. Les signes du début, les signes de Dieu sont tracés en noir, couleur d'eau, sous les autels au moment de leur fondation.
Au commencement, Dieu se tenait à l'intérieur de l'œuf du monde. Il était comme un mouvement tournoyant. Une graine se déposa, minuscule, invisible, au centre. La graine éclata et la parole de Dieu s'y enroula. La graine, l'œuf du monde, c'est aussi un placenta. Au sein de cette matière vivante, Dieu créa les premiers êtres animés, 2 paires de jumeaux mâles. Et Dieu leur destinait une épouse parfaite, leur sœur jumelle. Mais l'un des jumeaux, Ogo, voulut devenir le maître du monde. Il se disait aussi savant que Dieu. Il se lança, les yeux fermés dans le vide, en arrachant un morceau de son placenta qui forma la terre. Puis, il déroba au ciel les graines de Dieu, son Père, et il les sema. Dieu assécha ce premier champ. Seul poussa le fonio qui devint rouge et impur comme le sang menstruel. Ogo venait d'inventer l'agriculture, mais il avait introduit le désordre dans le monde. Pour mettre fin à ces actions déréglées, Dieu priva Ogo de sa voix et le transforma en quadrupède, le renard pâle. L'obscurité régnait toujours. Alors, Dieu décida de réorganiser l'univers. Il sacrifia le frère jumeau du renard pâle, Nommo. Il lui trancha le sexe, il lui trancha la gorge. Un flot de sang inonda l'espace vide. Et la première étoile se mit à briller, Sirius, le nombril du monde. Dieu fit renaître Nommo, qui prit la forme d'un couple humain, un couple de jumeaux. Le mâle descendit le premier sur la terre sèche du renard, au sommet d'une arche, emporté par un mouvement tourbillonnant. Les 4 ancêtres des hommes, ses fils, l'accompagnaient. 4 mâles, dotés chacun d'une sœur jumelle. Le soleil se leva pour la première fois et le renard prit la fuite. La nuit est son refuge. Il erre dans la brousse, loin des hommes. Il se cache dans les trous des rochers, mâle solitaire privé de compagne. Quelques jours plus tard, le forgeron descendit du ciel avec la jumelle de Nommo et les premières graines. Il fit tomber la pluie. Et les ancêtres commencèrent à cultiver la terre. Mais Yassigi, la jumelle du renard pâle, descendit à son tour du ciel, à la faveur d'une éclipse du soleil. Yassigi alla au-devant des hommes pour y jeter le trouble. Elle épousa l'ancêtre Nyonguseru et l'incita à cultiver le champ du renard. Il en résulta une épouvantable sécheresse. Il fallut purifier la terre à nouveau. L'ancêtre Nyonguseru fut sacrifié par ses frères. Il perdit l'immortalité. Les hommes taillèrent un grand serpent de bois qui devint le support de sa force vitale, mais ils ne purent empêcher la mort de se répandre. Le renard inventa les rites funéraires. Revêtu de fibres rouges, sanglantes, il monta sur une terrasse et déclara que Dieu, son Père, était mort, car le ciel s'était à jamais séparé de la terre. Aujourd'hui encore, les agriculteurs d'Ogon saluent le renard, le maître du désordre, lorsqu'ils enfoncent dans la terre d'un coup de houe le fonio, la graine primordiale volée à Dieu par son fils rebelle.
Marcel Griaule découvre la cosmogonie Dogon par initiations successives. Il la reconstitue par bribes et morceaux au fil des années. La plupart de ses collègues, en France et à l'étranger, comprennent mal son travail. Et le monde colonial est aveugle à la pensée africaine. J'en venais voir cet animal superbe et fort bien représenté. C'est le walou. Le walou, Dogon. l'antilope cheval. Voilà. Germaine Dieterlin étend la recherche à d'autres populations. Présenté par le Elle écoute les Dogons, les Bambara, les Soninké parler d'un univers où l'homme n'est jamais séparé des animaux, des végétaux, des étoiles. pas la même région. En tout cas, vous connaissez. Elle décrit une religion qui insère la société humaine dans la nature par 1000 fils invisibles. C'est d'autant plus étonnant que les Dogons l'ont représenté blessé, Avec une jambe... marchant de travers, allant mourir après avoir été blessé par les actes du renard. Griaule est mort à Paris en 1956. Apprenant la nouvelle, les Dogons lui ont fait des funérailles traditionnelles à Sanga, quelques semaines plus tard. Ils ont fabriqué un mannequin qui le représentait, comme pour les guerriers, car le capitaine Griaule avait combattu l'ennemi de son pays à 2 reprises. Ce simulacre de corps était son cadavre. On a tout mis notre costume militaire. On a tiré des coups de fusil toute la nuit en chantant la langue secrète. Le lendemain, on a fait le funérailles sur la place. Des femmes jouèrent le rôle des veuves. Elles cassèrent des morceaux de calebasse et reçurent les condoléances. Germaine Dieterlin recevra le même hommage des Dogons comme un homme. Nous la mettrons où a été mis le corps de Griaule au-dessus du barrage. Les masques viendront avec les rhum, car elle a fait tous les travaux des hommes Dogons. Le cortège des masques est conduit par le renard. Il tient en main la crosse du voleur rituel. Masque du premier mort, Diongu Serou, l'époux de Yassigi. Il marche le long de la file des danseurs. Il les protège avec son chasse-mouche. Masque Azagai, c'est le renard qui cherche sa sœur jumelle, Yassigi. Il a 6 yeux autour de la tête. D'une rotation violente du cou, les Kanagas touchent la terre de la pointe de leur masque, comme Dieu laissant tomber ses mains lorsqu'il fut fatigué d'avoir créé le monde. Azagai, le masque aux 6 yeux, est le renard vivant, bondissant, maître du désordre, armé d'un sabre de guerre, suivi de Yassigi, sa jumelle inaccessible, sous la forme du masque de bois jeune fille. L'arrivée de Jean, qui est venu souvent, d'abord peu, et ensuite absolument régulièrement, a été considérable dans le développement des travaux sur le terrain.
Il a permis de revoir des rituels. Ce n'est pas en les voyant une seule fois qu'on peut les comprendre. De les revoir suffisamment longtemps pour établir un véritable questionnaire plus détaillé, plus approfondi. Il a aussi permis aux Africains de revoir ces films avec nous et par conséquent sur le film, à la vision du film, de répondre à des questions qu'on n'aurait jamais pu poser sans cela. Après, il ne le porte plus. Il ne porte plus. Ça veut dire que l'Andoumboulou portait un yémet et des fibres par-dessus. C'est ça. Les fibres par-dessus étaient blanches. Les jupes qu'il avait pris étaient teintes C'était par la blessure de... par la blessure dans le Doumboulo. C'est ça. Et on les a mis à sécher dehors. Voilà, c'est Et ça. la femme Le Douma est venu les chercher. les a vus et un chevrier a pris ses... Non, on n'a pas pris. Qu'est-ce qu'il a fait le chevrier? La femme a pris la jupe de fille. C'est ça. Elle s'en est emparée, elle est partie. C'est ça. C'est ça. On ne montre jamais cette jupe à quelqu'un. Sauf les initiés. Oui, Je crois qu'il faut qu'on reprenne tous ces textes parce que là on est Nous à sommes confusion. embrouillés dans les Ah textes. bon? Nous savions, par ce livre, que tous les 60 ans, les Dogons fabriquent un objet singulier que l'on appelle le grand masque et commémorent deux choses extraordinaires qui sont l'invention de la parole et l'invention de la mort. Et un jour, Germaine me dit, il y a de ça, enfin il y a quelques années, me dit, le Sigui va avoir lieu. Ça se prépare, ça vient, ça revient. Et nous sommes partis pour faire un film où vous allez voir un élément. Nous avons suivi pendant 7 ans ces cérémonies qui vont de village en village. Par ce livre qu'avait écrit Griaule, qui n'avait jamais vu le Sigui, qui avait recueilli des informations 20 ans après les cérémonies qui avaient eu lieu en 1907, nous avions le livret d'un opéra fabuleux, mais que personne n'avait vu. Le temps est venu. Commencé en 1967 au village de Yugo, le Sigui est arrivé à Tiougou l'année suivante. Ce sont les gens des 4 villages de Bongo qui le célèbrent en 1969. L'ancêtre d'Yongu Serou, le premier mort, est là, présent sous la forme de 4 grands serpents de bois. Les hommes ont abandonné les vieux vêtements et revêtu le costume du Sigui. Pantalon noir serré aux chevilles, baudrier de Kori, boucles d'oreilles, bagues et colliers de femme. Ils vont communier dans une libation de bière de mille, distribuée par les vieillards qui ont célébré le Sigui il y a 60 ans. Tous les mâles de moins de 60 ans se réunissent par strict rang d'âge, des tout petits aux hommes mûrs. Le temps est venu, le Sigui s'est envolé sur les ailes du vent. L'année suivante, le Sigui se déplace à Amani, à 30 km de Bongo. Les hommes assis devant le grand masque serpent écoutent le récit de la création du monde en langue secrète. Au cours du tournage, à une cérémonie à Amani en 1970, les Yassiguinés, les femmes qui font partie de la Société des Masques, sont venues tendre à Germaine une écharpe pour qu'elle évente, qu'elle purifie, qu'elle évente les danseurs. Elle était faite Yassiguinée. 1971. La parole du Sigui est transmise au village d'Idieli. Le Sigui poursuit sa marche serpentine, commencée il y a 4 ans, tel Diongu Serou, le premier mort, à la recherche d'une de ses âmes perdues.
1972. Le Sigui est au village de Yamé. Les hommes ont recouvert leurs pantalons de jupes de femme. Seuls les dignitaires du Sigui, les Zoulou-Barou, portent des baudriers de Kori. Normalement, le Sigui s'achève la 7e année à Songo, sous l'auvent de la circoncision. Mais l'islam est là, qui interdit que le Sigui aille plus loin sous les ailes du vent. Alors, les 3 Zoulou-Barou de Yamé sont venus sacrifier une chèvre à Songo la nuit. Les hommes refusent de partager leurs secrets avec les femmes qui ne peuvent s'aventurer dans les cavernes. Madame Dietelin a pu aller même dans nos cavernes de masques et partout, comme homme. Parce que pour nous, elle n'est pas une femme, c'est un homme. Elle a fait tout le travail des hommes, elle a fait le Sigui. Bon, Germaine, on va questionner les Dogons. C'est bien le dessin que vous aviez relevé? C'est bien le dessin relevé dans la caverne des premiers ancêtres. Bon, alors attends, une seconde. Amadinier, Diamgouno, je démarre, je questionne sur vous, sur le problème. Ok, cap. Ça tourne. Cap. Amadinier, t'es prêt? Oui. Bon, Amadinier, Oui. toi, à ton avis, qu'est-ce que c'est le poulet là qui est là derrière? Le poulet là, c'est le poussin du Nomo. Le poussin du Nomo. Le poussin du Nomo. Et ça, pourquoi il est là? Il est là, il garde l'âme du Nomo. Cinéma de questionnement et d'observation, de recherche. Cinéma de grande patience, dont la désinvolture n'est qu'apparente. Fidèle à la pensée Dogon, il abolit la frontière entre le réel et l'imaginaire. Cinéma de fiction. Germaine Dieterlen vient de commencer un nouveau film avec Jean Rouch. L'entreprise est longue et difficile. Elle va consulter l'oracle du renard, peu avant la tombée de la nuit. Qu'est-ce que tu veux poser? Si le film que nous faisons en ce moment avec Jean Rouch sera fini et réussi. Bon, quand on fait film, on va film. Le devin formule la question à laquelle répondra Ogo, le renard pâle. Attiré par les arachides, le renard viendra griffer cette nuit les figures de sable déposées sur le sol. La réponse sera favorable. Germaine Dieterlen boira l'eau de Sangha l'année prochaine. Tu vois, c'est ici que tout a commencé. Au début du monde, le génie de l'eau, l'un des ancêtres fondateurs des Dogons, dans cette mare, dans cette même mare, a révélé à l'un de ses enfants, l'un des 4 ancêtres des Dogons, la parole. Jusque-là, les premiers hommes ne parlaient pas. Et ça s'est passé ici même, à minuit. La caverne où nous étions ce matin est au pied d'un rocher qui représente Vénus du milieu de la nuit. Et ici, cette rivière, l'Agona,
représente en même temps le Niger. Et c'est ici que j'ai tourné un de mes premiers films en 1951, Cimetière dans la falaise, où Yébéné et Acunio de Barra, sur ce rocher, ont tué un petit poussin parce qu'un homme avait été noyé dans cette eau. Et Yébéné a parlé au Nomo, au génie de l'eau, pour lui demander de rendre le corps. Après cela, bien sûr, moi je suis revenu dans ce pays étrange, et après la mort de Marcel Griaule, j'ai filmé des rituels. Et dans tous ces rituels apparaissaient le génie de l'eau, les 4 ancêtres, le renard pâle, l'inventeur de tout, le maître du désordre. Et j'expliquais les films, les rituels par le mythe. Il y a 2 ans ou 3 ans, pas loin d'ici, j'ai découvert qu'en fait, cette mythologie était inscrite dans un paysage. Comme ici. Et depuis 3 ans, nous essayons avec Germaine Dieterlin de raconter, avec des paysages aménagés, l'histoire de la création du monde. C'est pas loin, hein? Quand Germaine m'a emmené ici, j'ai eu une impression bizarre, qui était celle d'être devant l'aménagement d'un paysage. Ici, nous sommes dans le premier théâtre du monde. C'est un théâtre de pierre dont les acteurs sont les premiers hommes. Les voilà. Ils sont ici, ils écoutent. Là-bas, dans la caverne, l'un des ancêtres qui a appris dans l'eau les premières paroles, les cris. Et les hommes qui ont bu la bière de mille écoutent et apprennent les premières paroles. C'est le premier Sigui, c'est la révélation de la parole orale aux hommes. Les hommes apprirent à parler, à dialoguer, à cultiver la terre. Le renard reculait toujours plus loin dans les rochers. Mais cette histoire des commencements est aussi celle de l'origine de la mort. Pour la conjurer, tous les 60 ans, les Dogons se donnent tous ensemble, générations confondues, l'illusion de l'éternité. Masque serpent taillé pour le Sigui de 1968, 1908, 1848, 1788. La prochaine fois, ce sera l'an 2028, ou plus jamais.